Bonjour à tous et à toutes. Je me présente rapidement, je suis issu d'une formation data. Ça fait 5 ans que je travaille sur des sujets plutôt data, Spark Scala et un peu aussi, full stack, Node.js, Vue.js. Là, ça fait 6 mois que j'ai rejoint Free2move et du coup, pour ce meet-up, je vais vous parler de Postgre et comment on a réussi à le pousser un peu à bout pour atteindre, en écriture, et en lecture 2 millions de lignes par minute. Donc, je vais vous présenter rapidement, Free2move. Ensuite, je vous montrerai un peu, le data flow qu'on a, au sein de Free2move, pourquoi on est allé vers, PostgreSQL et après ça sera, des petites optimisations, en lecture, en écriture. Donc, Free2move, à la base, c'était une start-up, créée en 2012 qui s'appelait Travelcar. Ensuite, elle a été, rachetée par, PSA. Maintenant, c'est, le groupe, Stellantis qui regroupe, PSA, FCA. Il y a un peu plus de 250 personnes qui travaillent chez Free2move pour, environ 1 million de clients. Chez Free2move, c'est séparé en 2 parties. On a une partie, B2B et une partie B2C. Alors, la partie, B2C, c'est, donc les services de mobilité. C'est peut-être ce que vous connaissez déjà, entre autres avec, les véhicules en libre service qu'on retrouve dans les grandes villes de France. Donc on a aussi, sur, l'application, la location de véhicules, soit longue ou courte durée. Un comparateur de parking où vous pouvez réserver en avance, des parkings. Trouver des bornes de recharge avec des formules d'abonnement et tout ça dans un peu plus de 170 pays. Et donc ça, c'est la partie B2C, mais on a aussi la partie, B2B qu'on appelle, Data as a Service. Donc là, c'est pour les professionnels et l'objectif, c'est de faire de la gestion de flotte automobile. Ça s'adresse à des loueurs, des constructeurs automobiles ou des assureurs, par exemple. Dans cette partie-là, on a environ 250 000 véhicules qui sont connectés au système, sachant que donc, chaque véhicule, ils ont des petits boîtiers qui sont posés par le constructeur ou ajoutés après, qui vont en fait communiquer des métriques sur le véhicule. Ça peut être la vitesse, la position GPS, plein de petites métriques comme ça. Et donc heureusement, elles ne communiquent pas toutes à la seconde, mais certaines sont toutes les 5 secondes environ quand c'est par exemple la vitesse ou le GPS, et d'autres comme est-ce que la ceinture elle est attachée ou pas, ça va être basé sur les événements. Donc le but de Free2move, c'est de récupérer cette data, qui évidemment est différente en fonction des constructeurs, ce serait trop facile si on avait le même schéma pour tous. Ensuite, faire de l'enrichissement. Donc à partir de ces métriques brutes, on va par exemple reconstruire des trajets. Voilà, sur le petit screenshot à droite, c'est un trajet pour un véhicule avec une date de début, une date de fin. Donc tout ça en étant le plus proche du temps réel. Et il y a aussi une petite partie action à distance. On peut commander certains véhicules, les ouvrir, les fermer, par exemple. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie B2B. Donc je vais vous expliquer rapidement le data flow. Donc les véhicules, ils communiquent. Ce sont les data providers qui récupèrent la donnée. Ensuite, nous, on vient se connecter ou alors les data providers, donc comme FCA ou PSA, nous envoient la donnée et on la stocke dans S3. Ça, c'est la réception de la donnée. Ensuite, on fait des traitements. Donc là, c'est classique, en fait, on revoit comme un ETL qu'on retrouve dans plusieurs projets. On va faire du filtre, nettoyage, du mapping, du processing. Actuellement, ça s'est fait en Node.js. Et ensuite, on va stocker ça. Et donc là, c'est là qu'on a notre Postgre qui arrive. C'est que toutes les métriques, on vient les enregistrer dans Postgre, dans une table qui s'appelle métrique. On a aussi une autre table qu'on va appeler CarState, qui représente le dernier état connu d'un véhicule. Je viendrai plus en détail là-dessus après. On a une base MongoDB pour stocker des documents, pour exemple les trajets générés ou des alertes. Et ensuite, donc, pour certains clients, on leur envoie directement les données en utilisant des fils SQS. Et sinon, on a une web app et des API qui permettent de venir récupérer les métriques
Et entre autres, du coup, on récupère des métriques qui sont dans Postgre. Donc c'est là où on va avoir besoin de bonnes performances pour pouvoir récupérer, pour que le client récupère rapidement les données associées à son véhicule. Pourquoi on est parti sur Postgre? Donc à l'origine, on a utilisé MongoDB, la version DocumentDB sur Amazon, parce que c'était la base de données qui était historique au projet. Mais en fait, on a vite eu des difficultés à scaler et on n'arrivait pas à tenir la charge avec notre MongoDB. Du coup, on s'est orienté vers une base de données qui est plus faite pour ce genre de choses, donc en utilisant plutôt une base de données time series. C'est la base Amazon TimeStream. Et en fait, là, on a explosé nos coûts, surtout sur les requêtes, parce que quand on voulait récupérer le dernier état de nos véhicules, peut-être qu'on ne s'y prenait pas très bien sur nos requêtes, et on faisait souvent des full scans ou des gros scans, et c'est ça qui était très coûteux. Du coup, on est revenu sur Postgre, parce que c'est finalement celle que la plupart des personnes avaient le plus d'expérience. Et avec les différentes optimisations qu'on a fait, c'est là qu'on obtient des bonnes performances. Donc, je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu optimiser sur Postgre. Donc, la première partie, c'est les partitions et les index. Donc là, ça, c'est quelque chose qui permet d'optimiser surtout la lecture. Le but, c'était d'optimiser des requêtes sur une table qui aurait plus d'un milliard de lignes. Donc les index, pour ça, je pense que je surprends personne, la plupart des gens connaissent et les utilisent déjà. Donc si on regarde par exemple notre table métrique, dans notre table, on a le VIN, c'est un identifiant unique d'un véhicule. C'est comme un IMEI sur un téléphone, ça coûte plus. La date de réception de la métrique, une clé et une valeur. Par exemple, la vitesse à 52 km/h, l'odomètre à 76 km, 70 km. Et donc là, on a mis en place un index sur le VIN et sur la date, puisqu'en fait, quand un client demande de la donnée, ça va être sur son VIN et pour une certaine date donnée. Donc là, c'est important de choisir forcément le bon index en fonction de nos requêtes. Sauf que le problème, c'est qu'on commence à avoir des problèmes de performance au-dessus de, par exemple, de 10 millions de lignes, parce que finalement, notre index devient tellement gros qu'il faudrait presque un index d'index. Donc pour ça, sur Postgre, on a le concept de partition, qui en fait permettent de diviser une table en des sous-tables. Donc là, sur le schéma, on voit notre table Matrix. En fait, on va la diviser, dans notre cas, en 2048 petites tables, qui sont exactement le même schéma. Et donc là, on les a partitionnées par le VIN, donc notre identifiant de véhicule, un hash du VIN. Et en fait, chaque donnée va venir s'écrire dans la sous-partition. Et ça nous permet de répartir comme ça un peu la charge. Donc, ce qui est important, c'est de trouver la bonne clé de partition, pour que ce soit uniforme, pour pas qu'on ait évidemment toutes nos métriques qui soient dans la même partition. Donc, nous, dans notre cas, ça marche bien en utilisant un hash du VIN, parce que pour chaque véhicule, on a à peu près la même quantité de données. Et donc, du coup, ça, on a vérifié et on était toujours pas mal avec cette partition. Ce qui est intéressant, c'est que les requêtes, elles sont identiques. Ça ne change rien, en fait. Si on arrive sur le projet, on ne se rend même pas compte qu'on utilise des partitions. On fera des selects classiques en utilisant, on ne saura même pas ce qu'il y a derrière. C'est Postgre qui se charge d'aller chercher dans la bonne partition en dessous. Ça n'empêche pas quand même de faire des requêtes précises pour aller chercher une partition en particulier. Dans notre cas, ça aurait peu d'intérêt, mais par contre, on peut partitionner par date. Et par exemple, avoir des événements qui sont le mois de mars, le mois d'avril, etc. Et donc, du coup, si on sait pertinemment à l'avance qu'on va chercher pour le mois d'avril, et ben là, on peut dire dans notre requête d'aller chercher la partition du mois d'avril. C'est très pratique pour faire des drops. Et c'est bien plus performant qu'un bulk delete. En fait, on va pouvoir dire supprime-moi une partition entière d'un coup. Donc là, si on veut, on sait que tout ce qui a plus d'un an, on le supprime, et on peut supprimer les partitions directement. Donc ça vient en plus des index, ça ne change pas. Dans les limites, donc les partitionnements, ça a apparu à partir de Postgre 10. Et au début, on était autour d'une centaine de partitions avant d'avoir des soucis. Maintenant, depuis Postgre 12, on peut aller jusqu'à 50 000 partitions et ça tient normal.
Chez nous, on en utilise simplement 2048 et ça a déjà bien amélioré. Le petit souci aussi, c'est au niveau de la maintenance. Parce qu'en fait, si on fait une partition par date, il faut que les partitions existent à l'avance. Donc, il faut avoir un script pour prévoir les futures partitions dans le temps. Nous, on a un nombre fixe, donc on n'a pas de maintenance sur cette partie-là, mais forcément, si on veut écrire dans une partition plus tard, il faut les créer. Rapidement, je vous montre quelques exemples de requêtes pour montrer que c'est facile à mettre en place, pas quelque chose de compliqué. Pour créer la table, c'est un create table classique. On rajoute juste qu'on partitionne par le hash du vin. Après, là, on a créé un index. Et ensuite, la dernière ligne, donc celle-là, on l'exécute 2048 fois, puisque donc, le but, c'est de dire on crée les 2048 sous table, et en lui disant qu'en fait, pour les mettre, ça sera un modulo du hash du vin. Et c'est comme ça qu'il va les mettre dans les bonnes partitions. Et du coup, si on veut faire un select, et la requête, c'est la même. On n'a pas besoin de préciser la sous-table. Et si on regarde le query plan, là, par exemple, pour cette requête, il est allé taper directement dans Matrix 1222. Donc ensuite, on a utilisé les triggers de Postgre. Donc l'intérêt, c'était en lecture pour récupérer l'état d'un véhicule, parce que dans notre front, par exemple, on a la position GPS des véhicules. Ça, c'est quelque chose qu'on voit tout de suite. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est que le dernier état. Souvent, le client, il ne va pas forcément tout de suite regarder l'historique, il veut juste voir un peu l'état de son parc. Donc, on avait besoin d'avoir des bonnes performances pour avoir le dernier état d'un véhicule. Et c'était bête d'aller taper dans toute la base de données. Du coup, c'est pour ça qu'on a une deuxième table, qui s'appelle les car states, qui contient uniquement la valeur la plus récente pour une métrique. Donc, pour ça, on utilise les triggers. C'est une procédure SQL sur l'insertion. Dès qu'on insère une métrique dans la table métrique, on vient mettre à jour notre état dans le car state. Donc ça a l'avantage d'avoir toujours un état cohérent entre nos deux tables. Après, avantage, inconvénient, c'est que du coup, c'est la responsabilité de Postgre de faire ça. Et on peut voir ça pas forcément très bien, parce que de dire, voilà, c'est pas le rôle d'une base de données de faire des opérations comme celle-ci. Mais en même temps, ça permet d'avoir une boîte noire aussi pour les développeurs et de se dire, OK, notre base de données, elle est gérée, on a l'état qui est sûr, il n'y a pas de souci de différence d'état. Et après, l'idée, c'est quand même de limiter le nombre de triggers, parce que sinon, ça devient vite incompréhensible. Parce que si dès qu'on insère quelque chose, ça vient modifier toutes les tables de notre base de données, ça peut devenir très complexe à maintenir. Nous, dans notre cas, on n'a que 2 tables et un trigger, donc ça se passe bien. Une petite optimisation, c'est le type enum. Donc là, l'objectif, c'est plutôt en écriture pour gagner du stockage et un peu de performance. C'est qu'en fait, du coup, les clés, parfois, nous, c'était du texte. Et un string qui peut servir est long, comme par exemple là, le deuxième exemple sur le schéma, ça nous fait une très grande chaîne de caractères. Alors qu'en fait, si on passe en des types enum, ça fait seulement 4 bytes en stockage. Donc, dans notre cas, là, ça permet d'améliorer la taille en base. Ça a aussi un petit avantage que c'est safe. Donc, ça évitera que si on a une erreur dans le code, on pourra ingérer des mauvaises clés. Là, au moins, c'est vérifié. Par contre, du coup, ça implique qu'à chaque fois qu'on va ajouter une nouvelle métrique, on doit faire des modifications de schéma. Et aussi, petite subtilité sur Postgre, on ne peut pas supprimer une valeur dans une enum facilement. Du coup, si on en a une qui est deprecated et qu'on peut utiliser, on est obligé de la laisser dans l'enum. Et donc, ensuite, pour l'écriture, on utilise Amazon Aurora. Et ça nous aide quand même vachement bien. Parce que, donc, ce qu'annonce Amazon, c'est un débit 3 fois supérieur à celui de PostgreSQL classique. Et donc, c'est entre autres parce que sur les performances d'écriture, ils ont des input-output très élevés. Donc là, par exemple, ils disent que en fait, si on a plus d'IOPS au-dessus de 80K, ça ne fonctionne plus avec un RDS classique. Et nous, pour donner une idée, en écriture, on est autour de 300 000. Donc en fait, de toute façon, on était un peu coincé, on n'aurait pas pu tenir en écriture avec un Amazon RDS classique. Donc s'ils arrivent aussi bien à ça, c'est parce que donc, avec un RDS classique,
on a le stockage qui est couplé à l'instance, alors qu'en fait, avec Amazon Aurora, on a un cluster de stockage qui est complètement indépendant en fait, du compute. Donc du coup, ça nous donne de très bonnes performances en écriture. Avec Aurora, on a le compute scaling. Donc au niveau du compute, on peut facilement augmenter la taille, la puissance de l'instance. Le stockage, alors ça c'est très pratique parce que c'est en auto-scaling par plage de 10 Go. On n'a pas besoin de provisionner à l'avance tant de stockage. Ça va se faire petit à petit, du coup on va payer aussi petit à petit. Et sans rien faire, on a la réplication 6 fois dans 3 zones de disponibilité. Donc ça c'est justement grâce à leur système de stockage. Et ça sauvegarde en continu dans S3. Après, du coup, si on veut quand même trouver une petite subtilité avec Aurora, c'est sa compatibilité. Du coup, c'est uniquement avec du MySQL ou PostgreSQL pour l'instant. Et il peut y avoir un petit décalage de version. Forcément, quand Postgre va sortir une nouvelle version, il y aura un tout petit décalage entre le temps que Amazon propose la même chose sur Aurora. Donc finalement, donc avec toutes ces optimisations, on a réussi à atteindre les 2 millions de lignes écrites par minute. Il faut bien voir quand même que ces optimisations, elles sont assez spécifiques à notre cas d'usage. À chaque fois, c'est des choses qui s'adaptent à nous parce que, par exemple, on avait besoin d'avoir l'état d'un véhicule, là ça marche bien, et on n'avait pas besoin de récupérer toutes les données ou de récupérer spécifiquement une donnée qui aurait plus de 6 mois, par exemple. Aurora, il nous aide beaucoup pour l'écriture. Et c'est aussi du coup simple à mettre en place. On peut, en quelques clics, on arrive à avoir ça. On n'a pas vraiment de cluster à gérer. On n'a pas besoin d'avoir une équipe data qui surveille en permanence un cluster Spark, par exemple. Et donc là où on atteint un peu les limites, c'est que c'est un peu le piège aussi d'Amazon, c'est que forcément, plus on augmente nos performances, et on augmente considérablement notre coût. Donc actuellement, le Postgre, il nous coûte très cher chez Free2Move, parce que justement, on pousse à les limites de plus en plus hautes. Et là, dans le contexte actuel où Free2Move est en forte croissance et on va augmenter encore le nombre de véhicules connectés, on a une équipe qui grandit au niveau de la data pour essayer de voir comment on peut peut-être changer aussi de solution de stockage et surtout les traitements. Je l'ai dit un petit peu au début, on utilisait du Node.js pour les traitements. Et là, ça commence à nous bloquer. Donc là, on va plutôt partir sur du Spark Scala. Donc voilà, et le but pour moi là, de ce meetup, c'était aussi de présenter que Postgres n'est pas forcément la base qu'on pense tout de suite pour faire du big data et du temps réel. En fait, on peut s'en sortir plutôt bien. Et surtout, c'est pratique pour une startup où au début, c'est facile à mettre en place et on arrive quand même à scaler jusqu'à 2 millions de lignes écrites. Donc on a le temps de développer quelque chose de costaud avant d'avoir des problèmes. Voilà, et donc si vous avez des questions, je suis ouvert pour vous répondre. Pas de questions apparemment. Merci Loris pour spoiler alerte, l'équipe data qui grossit et qui scale comme le Cluster Spark, c'est mon équipe. Et donc ouais, on a un sacré challenge pour challenger ce Postgre qui a l'air. On part la fleur au fusil en se disant c'est bon, ça va être vite challengé avec des solutions big data. Et en fait, quand on pense bien Postgre, en effet, c'est compliqué. Et une question de Régis encore, il n'y a pas une contrainte sur la clé de partitioning? Elle ne doit pas être dans la primary key de la table? Je ne saurais pas répondre parce que du coup, nous, on n'a pas de clé primaire là, sur la table des métriques. Puisque finalement, c'est les VIN et les dates. Donc on n'a pas eu cette problématique-là. Il y a Michel qui dit, il me semble que oui. Le scale de la DB, vertical ou horizontal? Demande El Hassan. Oui. Du coup, avec Postgre, donc là, c'est plutôt du vertical. En fait, on augmente le compute de l'instance. Et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et on peut aussi, donc le nombre d'IOPS, input-output par seconde, on peut aussi le provisionner sur Amazon. C'est aussi à ça qu'on paye. Donc ça, on arrive à l'augmenter. Et par exemple, c'est vrai que ça peut arriver que ce soit le compute qui bloque. Il n'y a pas longtemps, on a fait un rattrapage de données.
Et donc, du coup, on a récupéré, essayé d'ingérer en gros 2 jours de données d'un coup. Et là, on était à 100% sur le compute, mais on n'avait pas atteint nos IOPS. Après, il faut bien voir du coup et que c'est Aurora et que c'est pas exactement un Postgre non plus. C'est les API compatibles, du coup Postgre, mais derrière, c'est quand même le moteur proposé par Amazon.